première version de Lightroom, ça remonte à 2006. Hein, c'était la version bêta de Lightroom. D'ailleurs, Adobe avait décidé de la laisser gratuite pour tout le monde. Pendant 2 ans, Lightroom était gratuit parce que comme c'était une bêta, Adobe considérait que ce n'était pas fini et qu'il fallait que les photographes, que les utilisateurs donnent des informations. Le logiciel fonctionnait bien, il n'avait pas de bug, mais quasiment pas, c'était pas le problème. Mais il n'était pas encore carré. Et pendant 2 ans, Adobe a travaillé, les développeurs ont travaillé avec les photographes. Et en 2008, il y a la version 2 de Lightroom qui est sortie, qui était une version finalisée. Et à partir de ce moment-là, Lightroom a vendu le logiciel. À cette époque-là, on achetait un logiciel, on l'achetait, il fonctionnait qu'un numéro de série, et on l'achetait pour la vie, mis à part le fait que la vie en informatique, c'est assez court parce que nos machines évoluent, les formats évoluent, les systèmes d'exploitation évoluent, tout évolue, et au bout d'un moment, le logiciel, il finit par plus très bien fonctionner. Donc à ce moment-là, il y a des mises à jour, on achète des mises à jour pour pouvoir, donc c'est pas le prix aussi fort que le prix d'origine, hein, c'est un prix de mise à jour, il est un peu moins fort, et on fait les mises à jour. Donc ça a marché comme ça, jusqu'il y a une dizaine d'années. En 2012, Adobe a décidé de changer son mode de commercialisation pour différentes raisons, et non pas de vendre des logiciels, mais d'avoir des abonnements, d'avoir un service d'abonnement sur les logiciels. Tout le monde n'était pas d'accord avec ça. Adobe était un des premiers éditeurs à rentrer dans ce système-là. Il y avait plusieurs avantages. Des avantages forcément de comment gagner son argent pour Adobe, parce que c'est une société à but lucratif. Hein, on ne peut pas oublier ça, mais aussi des avantages sur le fonctionnement des applications. C'est-à-dire qu'apparemment, on avait un abonnement, quand il y a des mises à jour, on a automatiquement les mises à jour qui arrivent. Donc ça, c'était très intéressant. Et le fait d'avoir un abonnement, ça a permis aussi de connecter aux différents logiciels, que ce soit Lightroom, Photoshop ou n'importe quel, des services web, notamment des services cloud, pour d'une part faire la mise à jour, mais aussi pour rajouter des fonctionnalités à ces différents logiciels. Donc quand on est arrivé à la version 6 en 2012 à peu près, je crois, la version 6, on a pu l'acheter, mais elle a été aussi intégrée dans la nouvelle offre d'Adobe qui s'appelait Creative Cloud. Non plus Creative Suite comme avant, mais Creative Cloud, parce qu'il y avait cette notion d'intégration de services web à l'intérieur des logiciels et le fait que les logiciels soient vendus sous forme d'abonnement. Donc il y a des personnes qui ont acheté la version 6, qui l'ont acheté, puis d'autres qui l'ont eu par l'intermédiaire de leur abonnement. Et à ce moment-là, Adobe a fait une offre pour les photographes, parce qu'il y a beaucoup de photographes qui ont dit ben oui, mais bon, moi j'ai pas besoin de InDesign, j'ai pas besoin de Premiere Pro, j'ai pas besoin de tous les logiciels Adobe. Moi, c'est la photo. J'ai un peu l'habitude de Photoshop, certes, mais c'est Lightroom qui m'intéresse. Donc Adobe a fait une offre, l'offre pour les photographes, qui contient Lightroom CC, Photoshop, Bridge, un espace de stockage et le Lightroom. Mais pour différencier le Lightroom qui était vendu avec une licence et le Lightroom qui était commercialisé au travers d'un abonnement, eh bien, le Lightroom qu'on connaissait depuis déjà plusieurs années, c'est appelé Lightroom classique. Donc ça, c'est ce qu'on a vu ce soir. Lightroom classique, c'est l'évolution de Lightroom, dont la première version date de 2006. Et lorsque je prends un abonnement à Lightroom classique, j'ai avec Lightroom, avec cet abonnement, un abonnement à Lightroom tout court, qui pendant un moment s'appelait Lightroom CC, mais maintenant il s'appelle Lightroom tout court. Moi, je l'appelle souvent Lightroom mobile. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est une autre version de Lightroom qui, sur le concept de fonctionnement, est rigoureusement le même, qui travaille avec Camera Raw pour développer les photos, mais qui, sur le plan de l'utilisation, est un petit peu différente. Lightroom classique qu'on a vu ne fonctionne qu'en environnement Macintosh et en environnement Windows, tandis que le Lightroom, entre parenthèses, mobile, donc Lightroom tout court, hein, dans le truc d'Adobe, c'est un peu casse-pied, fonctionne aussi sur macOS, aussi sur Windows, mais aussi sur les tablettes et les smartphones Android, et aussi sur les tablettes et smartphones iOS, donc d'Apple, et aussi au travers d'un navigateur web. C'est le même logiciel, c'est la même interface, ce sont les mêmes fonctionnalités qui fonctionnent sur tous ces environnements. Et c'est comme votre boîte mail, que je sois sur mon smartphone, sur mon ordinateur ou au travers d'un navigateur web, tout est synchronisé. C'est pareil partout. Le Lightroom, entre parenthèses mobile, fonctionne exactement de la même manière. Quand je travaille dessus, il est à jour partout.
Donc, c'est quelque chose qui est très, très pratique, notamment pour les personnes qui ont besoin de mobilité. Et sur le plan du développement, il a à 99% toutes les mêmes fonctions que Lightroom classique. Et sur le mode du catalogage aussi. Il a des fonctions similaires. Et ils marchent tous les deux tout à fait de pair. Donc, je peux très bien, quand moi je suis sur un site de plongée avec mon ordinateur, travailler avec le Lightroom mobile ou depuis ma tablette directement. Et quand je rentre à la maison, bah, sur mon ordinateur principal, c'est à jour. Et si j'ai fait des collections, bah, les collections, je les récupère dans mon Lightroom classique. Donc tout ça, ça arrive à vivre ensemble. Alors, je vous demande pas de travailler sur tout en même temps. C'est juste pour bien comprendre que beaucoup de personnes travaillent sur Lightroom classique. Certaines personnes travaillent sur Lightroom. Donc c'est le Lightroom mobile. Quand on développe les photos dans un autre, c'est pareil. Ce sont les mêmes fonctions. Ça lit les mêmes RAW. Ça crée les mêmes JPEG. C'est tout à fait identique parce que c'est le même moteur, Camera Raw, qui s'occupe de tout ça. Il y a un moteur unique qu'Adobe a développé pour toutes ses applications, pour tous ses environnements. Donc, c'est quand même quelque chose qui est très sympathique. Maintenant, des différences fondamentales. Quand j'utilise Lightroom classique, c'est moi qui gère mes fichiers. C'est moi qui dis où je mets mes fichiers, dans quel dossier, la structure de mon disque dur, éventuellement si j'en fais une sauvegarde sur le cloud, mais je suis le responsable de l'organisation de mes fichiers. Et si je fais des bêtises, bah, j'essaie de réparer ça comme je peux. Quand je travaille avec le Lightroom mobile, celui qui travaille partout, c'est Adobe qui prend en charge la gestion des originaux et la sauvegarde des originaux et le classement des originaux. Donc là, j'ai plus besoin de m'en occuper. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que les originaux, je peux y avoir accès quand je veux. Si j'ai besoin de travailler de manière déconnectée, je peux même les télécharger sur ma machine pour travailler de manière totalement déconnectée. Hein, imaginons qu'on nous dise, bon ben voilà, Internet a des problèmes parce qu'avec les pannes électriques qu'on va avoir cet hiver, c'est pas sûr que tous les serveurs fonctionnent bien. Eh ben moi, je dis, si je suis pas connecté et que je veux connecter sur Lightroom, je vais télécharger mes originaux. Je peux le faire et travailler dessus. Donc ça, je peux tout à fait le faire. Il y a les fonctions pour le faire, c'est assez simple. Lightroom mobile, il a comme fonction les modules de catalogue, les modules des développements. Il permet de partager des collections et d'exporter dans tous les formats. Ce qu'il ne va pas avoir par rapport à Lightroom classique, c'est le module de livre, c'est le module web, c'est le module d'impression. Voilà. Donc il est moins riche en modules. Les modules secondaires sont pas là. Les modules principaux sont là et sont les mêmes que le Lightroom classique. Alors, il y a une page, donc j'ai mis le lien ici, qui indique en fait, suivant les abonnements, parce qu'il y a plusieurs abonnements, ce que je vais avoir. Si je prends un abonnement Lightroom Cloud pour la photo, l'abonnement pour la photo avec un stockage de 20 gigas, j'ai Lightroom classique, Photoshop qui fonctionne sur ordinateur. D'ailleurs, je crois qu'il va bientôt avoir une version de Photoshop qui va fonctionner sur le web. Photoshop sur iPad pour les personnes qui ont un iPad. Lightroom pour les mobiles. Et puis, j'accède aussi à un portfolio et un espace de stockage de 20 gigas. Le coût de l'abonnement, de manière classique, il est de environ 12 € par mois, en sachant que la semaine dernière, il y avait un Black Monday, et dans le Black Monday, ils avaient descendu le prix de l'abonnement à 7 € par mois. Mais là, il fallait sauter dessus le jour du Black Monday. Mais d'une manière classique, alors, je crois que sur Amazon, on peut peut-être le trouver un petit peu moins cher. Il y a un autre abonnement, si j'ai vraiment beaucoup de photos, et que j'utilise beaucoup le stockage web, qui est à 1 Tera. Et là, forcément, elle est un peu plus chère parce qu'il y a un stockage qui est plus important. Et ça contient exactement les mêmes fonctionnalités, mais avec un stockage d'1 Tera qui permet d'avoir en fait sur 1 Tera environ 200 000 fichiers JPEG et 20 000 fichiers RAW, ou 20 000 fichiers RAW. Donc 1 Tera, c'est déjà assez intéressant. Ça permet d'avoir une bonne base de photos. Maintenant, moi, j'aurais tendance à dire, si on travaille beaucoup avec la partie web, moi j'aurais tendance à ne garder dans Lightroom mobile que les photos qui sont vraiment importantes et après le tri. Tout ce qui est photos un peu secondaires ou autres que je garde au cas où, mais que je vais pas forcément utiliser, vaut mieux qu'elles soient stockées sur le disque dur. Ça permet de diminuer, je dirais,
le poids de ce qu'on va mettre sur le web. Et il y a une version à 12 €, donc comme la première, mais là, il n'y a que le Lightroom mobile. Il n'y a pas Photoshop, Lightroom classique, tout ça. Et 1 Tera de stockage. Moi, je pense que en tant que photographe plongeur, la formule la plus intéressante, c'est celle-ci. Il n'y a pas de formule gratuite. Il n'y a pas de formule gratuite de Lightroom. On peut avoir une version d'évaluation, mais elle va marcher pendant 7 jours. Alors, c'est pas intéressant. Maintenant, apparemment, on a Photoshop, on a aussi Bridge, même s'il n'est pas marqué dans la liste, parce que c'est un produit compagnon, on a Bridge. Et Bridge est vraiment un très, très bon logiciel. Alors après, bon, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher? Ça, c'est à chacun de décider. 12 € par mois, est-ce que c'est cher? Si pendant un moment, on arrête l'abonnement, eh bien, on a toujours accès à son stockage cloud et Photoshop ne fonctionnera plus, mais Lightroom continuera de fonctionner pour voir le travail qu'on a fait. Donc, le module bibliothèque va continuer de fonctionner. On peut même continuer de charger des photos. C'est le module développement qui ne fonctionnera plus. Puis, si au bout de 6 mois, je reprends un abonnement, tout se remettra en marche de manière classique. Donc ça, c'est des informations, souvent, on n'a pas beaucoup sur ces différentes formules. C'est pas bien expliqué sur le site Adobe. Ces informations que moi j'avais, donc je pensais que c'était important de vous les donner. Je dirais que s'il y a 5 points à retenir ce soir, c'est que Lightroom classique est un logiciel qui fonctionne au travers d'une base de données et qui préserve les originaux des images. Donc jamais les originaux ne seront modifiés par Lightroom. L'organisation des fichiers sur notre disque dur, les différentes sauvegardes et tout ça, c'est à l'utilisateur de prendre ça en charge. Lightroom ne le prend pas en charge, c'est l'utilisateur. Ensuite, comme on va voir beaucoup de photos, eh bien, il faut vraiment se mettre en place un mode d'organisation précis et s'y tenir. Je vous en ai présenté un, peut-être d'autres, peut-être que d'autres personnes parmi vous ont déjà leur mode d'organisation qui est défini, mais c'est important de prendre, de le définir, de s'y tenir. Je vous ai indiqué que le tri était facilité avec Bridge. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui a un abonnement à Lightroom avec Photoshop. Il a forcément Bridge. Et Bridge est un super navigateur de fichiers et il permet d'aller vite dans le tri des images. Ce qui est net, ce qui est pas net, les images qui nous plaisent, celles qui nous plaisent moins, de mettre des étoiles, même de commencer à faire, mais ça je le montrerai éventuellement lors d'une prochaine séance, une séance sur comment pré-développer au travers de Bridge avant d'aller dans Lightroom, parce que c'est rapide, parce que c'est assez intuitif et parce que comme c'est Camera Raw, ce sont les mêmes fonctionnalités. Donc ce que j'apprends dans Bridge, je l'aurai aussi dans Lightroom, exactement la même année. Et enfin, comme on a plein de photos et que ces photos sont des photos de domaines totalement différents, avec Lightroom classique, ce qui est intéressant, c'est de savoir gérer et créer différents catalogues. Donc voilà les 5 points qui me semblaient importants ce soir de retenir. Ça, c'est ce qu'on verra la prochaine séance, au prochain module. La création du catalogue en détail. On verra qu'en fait, le catalogue, quand on le crée, quand on importe des photos, eh bien, il y a des fonctions à bien prendre en place, chose qu'on n'a pas vue ce soir. On verra d'une manière un peu plus détaillée différents modules, surtout les fonctions de base qu'on a dans bibliothèque et les fonctions de base de développement, mais on fera aussi un côté des préférences. Parce que souvent, la partie préférence, c'est quelque chose qui est négligé, parce que c'est un peu compliqué, parce que c'est pas simple à comprendre. Mais il y a 2-3 trucs dans les préférences qu'il faut savoir et qui me tient à cœur de vous indiquer pour être sûr de ne jamais perdre d'informations de travail lorsque vous travaillerez dans Lightroom. Et enfin, on verra quelque chose qui me paraît très très important, c'est la synchronisation des réglages. Alors, ça sert à quoi? Par exemple, j'ai pris 20 photos dans un contexte similaire, donc les 20 photos vont avoir des corrections de base identiques. Je vais corriger la première photo et je vais synchroniser les corrections avec les autres. Je vais gagner du temps. Ça sera pratique. Puis après, je pourrais affiner sur chacune des photos si j'ai besoin d'affiner. Mais la synchronisation des réglages, c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte. Donc ça, ça sera le contenu, l'agenda du prochain module. Eh ben, si vous avez des questions, il faut maintenant en profiter. Moi, j'avais une question là, que j'ai notée dans le truc de discussion. Oui, Pascal. Quand tu mets tu sais, des étoiles dans Bridge, oui. Est-ce qu'elles sont répercutées? Est-ce que quand on passe sur Lightroom, est-ce qu'on on voit la même chose? Ça fait partie des métadonnées, tout à fait. Ok. Et est-ce qu'il y a aussi les drapeaux dans Bridge? Je suis pas sûr. Les drapeaux, on rejette les images et on garde les images. Ça n'est pas dans Bridge. D'accord. Dans Bridge, c'est pas Lightroom. Okay. Effectivement, les fonctions de classement
de Lightroom et de tri de classement de Lightroom sont très très importantes, sont plus importantes que celles de Bridge. Il y en a déjà beaucoup dans Bridge, hein. Mais c'est vrai qu'il y a plus de choses dans Lightroom. C'est pour ça qu'il y a Lightroom d'ailleurs. Et deuxième petite question, quand on déplace des photos d'un dossier dans un autre dans Bridge, est-ce on retrouve la même chose, enfin le même changement quand on ouvre Lightroom? Ah, ah, ça, c'est une bonne question. Bah ouais, parce que j'ai pas vu ça. Voilà. En fait, Bridge, ouais, lui, Bridge, il travaille en instantané comme l'Explorer ou comme le Finder. Donc, quand tu déplaces des choses, si tu vas sur l'Explorer ou le Finder, c'est déplacé. Lightroom, comme c'est une base de données, eh ben, il va falloir que tu lui demandes de synchroniser ces informations. Et il va les relire. Il va les relire les dossiers pour justement, il va mettre à jour les éléments. Eh ouais, parce que lui, il travaille au travers d'une base de données. Donc, la base de données, elle s'est pas mise à jour en temps réel. Il faut que tu lui demandes de se mettre à jour. C'est, si je dis pas de bêtises, quand j'ai mes dossiers et que je fais un clic droit, par exemple, imaginons que j'ai mes dossiers là, et que sur mon disque dur, je rajoute des images dans ces dossiers. Si je fais un clic droit sur le dossier, je vais pouvoir lui demander de synchroniser le dossier. Okay. Et si j'ai retiré des photos, ben, elles vont partir, et si j'en ai remis, elles vont s'ajouter. Parce que justement, Lightroom travaille avec une base de données. Et cette base de données, c'est toi qui décides quand elle se met à jour. Elle se met pas à jour en temps réel. Oui, Mickaël, j'avais une question au niveau des. Enfin, moi, j'essaye d'utiliser les mots-clés. Alors, j'ai mal géré mes catalogues, mais j'ai été obligé de les fusionner, justement parce que moi, j'ai fait un catalogue par groupe de photos, donc c'était pas forcément terrible. Quand j'ai par groupe, c'est par exemple. C'est pas très grave. Hein. Ouais, mais bon, pour faire Oui. une recherche sur toutes mes plongées, par exemple, bon, j'ai peu de photos de plongée encore, mais ça commence à arriver. Et Ouais. c'est un peu dommage. Mais du coup, je me disais, quand j'aurais fusionné mes catalogues, est-ce qu'il n'est pas préférable d'avoir plutôt des recherches par mots-clés plutôt que des catalogues dynamiques? Ce sont deux choses différentes. D'accord. Plutôt que d'avoir, tu veux dire, des collections dynamiques. Des collections dynamiques, bien sûr. Oui. Alors, ça, il faudrait que je re-regarde un petit peu, que je suis pas certain si on peut faire un lien entre les collections dynamiques et les mots-clés. Là, ici, tu vois, j'ai une collection dynamique qui s'appelle 100 mots-clés. Donc, si ça se trouve, on peut faire un lien entre des collections dynamiques et des mots-clés. Et à ce moment-là, si j'ai 1000 photos où j'ai mis comme mot-clé plongée sous-marine, eh ben, automatiquement, ma collection dynamique, elle se met à jour avec ces photos-là. Mais il faut que je vérifie ça. Donc, je vais le noter. Si je puis me permettre, c'est Franck. Ouais. Ouais. Les collections dynamiques, en fait, on peut, tout comme les collections, on peut en créer autant qu'on veut. Et dans les collections dynamiques, tu peux mettre des conditions, finalement. Ouais. Donc, si tu mets alors, je suis pas sûr, hein, pour le mot-clé avec plongée, mais à mon avis, oui. Donc, si tu crées une collection dynamique, qui est basée sur, des mots-clés qui sont plongée, poisson, mer ou tout ce que tu veux, bah, les photos auxquelles tu auras associé ces mots-clés se retrouveront dans cette collection dynamique. Ce qui semble logique. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit à l'écran. On peut rajouter, là, on voit la note, si elle est supérieure ou égale à, et on sélectionne le nombre d'étoiles, eh ben, elle va se mettre dans cette collection. Mais on a, effectivement, on le voit à l'écran, on a tout un tas de conditions, en fait, que l'on peut ajouter. Voilà. Et puis, là, ici, ça on peut a être du et, du ou, enfin, ça peut voilà. être assez puissant. Et là, on peut mettre autre métadonnées, mots-clés. Donc, la collection dynamique peut être rattachée à des mots-clés. J'ai pas encore fait le test, mais quand on fusionne des différents catalogues, j'imagine que les mots-clés se fusionnent aussi. Bah oui, ils se rajoutent, ouais. En fait, dans la liste des mots-clés disponibles, il va lire tous les mots-clés qui sont contenus dans toutes les photos que tu as intégrées. Ouais, donc il faut que je fusionne tous mes catalogues, puis après je retravaille tous les mots-clés. Ouais. Tu apportes en fait des catalogues. Tu peux créer un catalogue principal dans lequel tu vas importer les autres catalogues. Ouais, c'est ce que je me disais, avoir un master, en fait, un catalogue master dans lequel j'apporte tous mes autres catalogues. Importer à partir d'un autre catalogue. Ouais, j'avais vu ça. De toute façon, oui, comme ça, effectivement, je garde aussi le travail qui a été effectué sur chacun de mes catalogues. Éventuellement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après, si tu travailles sur tes catalogues, il y aura pas de synchronisation. Ça, c'est une importation un temps T. Ah, ça suit pas. Bah non, ça serait trop beau. Lightroom, pour l'instant, est monocatalogue. Je vois ici, attente de bonne performance en mettant le catalogue sur un disque dur SSD
mais les photos sur un disque dur classique, genre gros disque dur de 4 Tera. Bah ouais, bien sûr. Oui, oui. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je suis pas rentré, mais en fait, Lightroom, pour gagner du temps, va fabriquer des prévisualisations des photos. Donc, il crée des vignettes, mais à haute définition, en fait, des photos. Et donc, en fait, de base, quand je regarde les photos à droite à gauche, il va pas chercher le fichier original, il va juste chercher la prévisualisation qu'il a stockée dans un coin, dans un dossier qu'il a créé. Ça permet d'aller vite. Et il va même plus loin. Il va créer ce qu'on appelle des aperçus dynamiques. Les aperçus dynamiques, ce sont, on va dire, en fait, ce sont des mini-RAW qui lui permettent d'aller très vite sur des photos. Il n'ira se connecter au fichier original que quand il aura besoin d'accéder à des informations qu'il n'a pas, ni dans les prévisualisations dynamiques, ni dans les mini-RAW. Donc ouais, c'est très très bien. Avoir un catalogue sur un disque dur SSD, et puis avoir ces photos sur un gros disque dur externe, plus classique de 4 Tera, ça marche très très bien. À la création du catalogue, si on part de zéro et qu'il apporte tout, ça va prendre un peu de temps, mais là on laisse tourner, même toute nuit, peu importe, on s'en fout. Mais après, en utilisation, ça sera rapide. Ouais. Quand on part de zéro, oui, c'est bien. Ou si on remet tout à plat. C'est pour ça que je vous montrerai les préférences. Imaginons que vous ayez travaillé et que vous disiez, bon, je veux tout remettre à plat. Ne le faites pas tout de suite. Attendez de voir les préférences pour être sûr, en fait, que tout ce que vous avez fait dans le catalogue soit aussi enregistré dans les fichiers eux-mêmes. Et ça, pour l'importation des catalogues, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, tout ce qu'on a fait va s'enrichir automatiquement, même si on repart de zéro. Moi, ça m'est déjà arrivé de devoir repartir, même pour des clients qui avaient utilisé Lightroom un peu dans tous les sens, qui se retrouvaient avec plusieurs catalogues sur plusieurs disques durs, et il fallait remettre tout à plat. Avant de remettre tout à plat, on a réglé quelques préférences pour le faire. Ça sera l'occasion du la prochaine séance. Quelqu'un me dit, catalogue sur Dropbox marche bien. C'est un point d'interrogation ou c'est une affirmation? C'est une affirmation. Ok, super. Alors l'intérêt, c'est que Dropbox crée une copie en local. Donc ça veut dire qu'on n'est jamais dépendant du Wi-Fi. Il resynchronise automatiquement dès qu'il trouve une connexion Internet. Pardon, je voulais poser une question à propos de performance. Est-ce que Lightroom, il utilise la carte graphique ou c'est seulement du CPU? On va demander les spécifications. Parce que l'idée derrière, si on doit acheter du matériel, est-ce que faut investir dans une carte graphique ou c'est seulement un bon PC, ça ira? Donc là, je suis sur les recommandations pour la version actuelle de Lightroom classique. RAM 8 Go, 16 Go, c'est mieux. Voilà. Windows 10 ou 11, hein. Processeur Intel et résolution écran 1024, c'est vraiment le minimum. C'est vraiment très juste. Hein. Carte graphique, il faut qu'elle ait la prise en charge de DirectX 12 et 2 Go de mémoire GPU. Ça, c'est le minimum. Et là, ici, c'est recommandé 4 Go de GPU pour les écrans 4K et plus. Voilà, 16 Go de mémoire partagée pour une accélération complète du GPU. Et là, il y a un lien qui va expliquer pas mal de choses sur le GPU. Mais apparemment, il aura besoin de l'accélération GPU. Ouais. Je pense à une autre question, et je pense à un cas qui m'est arrivé lors d'un voyage. J'ai fait tantôt des photos en RAW, et puis après, je sais pas pourquoi, j'ai dû me louper, j'ai fait une continuité de photos en JPEG, que je fais pas normalement. Puis j'avais différentes cartes mémoire, et du coup, je me suis un peu mélangé dans les... Disons que j'arrive pas à retrouver, en fait, l'ordre de... Parce que j'ai eu plusieurs appareils photo sur un Safari. Du coup, je me suis un peu loupé sur les dates de prise de vue. Enfin, quand je dis les dates, les horaires. Ils étaient pas... C'est-à-dire que les appareils photo, t'es pas tous les appareils photo synchronisés à la même heure. Et du coup, je voulais savoir, quand on charge les photos sur Lightroom, est-ce qu'il prend le numéro, il les range par numéro, ou est-ce qu'il il peut les ranger par date de prise de vue? Il peut même les ranger par type d'appareil photo. On doit pouvoir faire, si je fais une recherche sur les métadonnées. Ah bah oui, les métadonnées avec le type d'appareil photo, bah si. On a ici les types d'appareils photo. Donc, on peut déjà on peut localiser, en fait, les photos par type d'appareil photo. Donc, ce qui est intéressant. Il y a des dates aussi. Vous voyez, j'ai pris des photos en janvier de 1904. Ouais, c'est pas commun. Oui, j'étais déjà né, j'avais déjà un appareil photo numérique. Ouais. C'est bon, ça. Donc, j'ai dû prendre la voiture qu'il fallait. Je suis remonté dans le temps pour prendre quelques photos là-bas.
Voilà, donc après, ça permet effectivement éventuellement il y a on peut mettre à jour des dates. Ouais, parce qu'après, les logiciels, effectivement, il suffit de recalculer en fait l'écart qu'il y a et Mm. faire synchroniser. Mais ouais, c'est pas bête, c'est pas bête ça. Là, je vous ai mis un lien. Il y a plein de petits tutos sur le site d'Adobe, pour prendre en main le logiciel. Donc, ça peut valoir le coup d'aller jeter un œil, hein, parce que c'est des petites formations. Alors, souvent, c'est des petites vidéos en anglais, mais sont sous-titrées en français. Donc, ils sont quand même très, très accessibles. Si on fait des recherches sur le web, sur tuto Lightroom, on en trouve beaucoup. Il y a un site qui est très intéressant, il s'appelle tuto.com. Il a toute une panoplie de tutos gratuits auxquels on accède, il suffit d'avoir un compte. Et bien sûr, si on veut aller plus loin, hein, il y a des tutos qui sont payants, mais c'est des genres de tutos, c'est vendu à la carte. C'est-à-dire que si on a un problème précis sur un truc, on a besoin d'un tuto, on demande le thème. Si le tuto existe, il va peut-être coûter 4 € et on va pouvoir voir le tuto. Donc, c'est vraiment abordable. C'est vraiment très sympathique. Donc là, ici, ça, c'est la page de Lightroom classique. Et vous voyez que suivant que vous êtes débutant ou expert, il y a différents thèmes qui sont traités par des petites vidéos, 5 minutes, 8 minutes, 12 minutes. C'est quand même pas mal du tout, c'est ça. Et on a un onglet expert et là, on peut accéder aux photos, aux tutos pour les experts. Hein. C'est classé par différents thèmes. Et là, ici, c'est la page de tuto.com. Je les connais bien parce que quand je travaillais chez Adobe, ils étaient partenaires. On a beaucoup travaillé ensemble sur justement les tutos qu'ils mettaient en place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une panoplie de petits tutos gratuits qui sont faits par c'est des formateurs professionnels. Hein. C'est du haut de gamme. Hein. C'est pas du tuto fait vite fait dans sa cuisine. D'autres questions? Si, Stéphane, j'ai une petite question. Au niveau des prises de vue en mode connecté, j'ai mon Olympus qui n'est pas reconnu sur Lightroom. Pourtant, il apparaît bien dans le fichier de Lightroom de 2022. Ouais, sur les appareils photo connectés. Exactement. Et par contre, à chaque fois que je me connecte, il ne le reconnaît pas. Si je me permets, ça peut être un problème de câble. Ah, le câble, il est tout neuf. C'est pas qu'il soit neuf ou pas, mais comment dire, il y a différentes certifications de câbles. Il faut un câble certifié pour qu'il puisse faire live photo, si je dis pas de bêtises. Oui, non, le câble est certifié effectivement pour les connexions, pour les prises de vue en mode connecté. Bah, du coup, c'est pas le câble. Donc là, il y a un problème de fonctionnement. Alors, en fait, il y a on va dire qu'il y a un site de remontée par produit. Hein. Bon, il y a beaucoup de produits chez Adobe. Pour chaque produit, il y a un site où on peut faire remonter des infos, des bugs, ou poser des questions, ou faire des propositions de nouvelles fonctionnalités. Et en fait, les développeurs suivent ça de très très près. D'une part, parce que ça leur permet de plus facilement corriger les bugs s'il y en a, ou de comprendre des problématiques qui peuvent se passer, de définir quelles nouvelles fonctionnalités sur lesquelles ils doivent travailler. Et si quelqu'un a une fonctionnalité qui a l'air d'être super intéressante et tout, mais que personne ne la demande à part lui, les développeurs vont avoir du mal à passer du temps dessus. Parce qu'en fait, quand on est inscrit sur ce site, on peut recevoir des informations, et si quelqu'un pose une question qui est déjà posée ou demande une fonctionnalité qui existe déjà, il va avoir un retour aussitôt, et on peut liker des propositions. D'accord. Ça fait que si quelqu'un demande une fonction et puis que derrière cette fonction, elle se retrouve avec 50 ou 100 likes, forcément, les développeurs se disent « Oh là, on va peut-être regarder ça d'un peu plus près. » quoi. Voilà, ouais, bah ouais. Voilà. Et ça permet au logiciel de continuer de se développer et de mettre en place des fonctions qui sont intéressantes. Hein. Qui sont pertinentes. Comme de toute façon, dans ce domaine-là, il y a de la concurrence. Je sais qu'Adobe reste très, très actif là-dessus pour rester dans les numéros 1. Ok, bah merci. Bah, je vais regarder par là à ce moment-là. Mais si l'appareil photo est dans la liste et que le câble ne fonctionne pas, c'est sur un Mac, sur un PC? Sur un PC. Sur un PC, ouais. D'accord. Faudrait essayer de l'essayer sur une autre machine. Si le PC est de bonne facture, maintenant être sûr qu'effectivement tous les connecteurs soient bien propres, mais je pense que vous avez vérifié tous ces trucs-là. Ça vaut le coup d'essayer sur une autre machine. Ouais. Voir ce que ça donne. Lui, l'appareil est tout neuf, donc. Mais bon, l'appareil connecté, c'est pas pour les prises de vue sous-marines. Hein. Oui, non, bien sûr. Oui, non. Il faudrait un câble assez long quand même. Non, ouais, bah voilà, c'est ça.